Bonjour et shalom pour cette nouvelle édition de notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous nous penchons aujourd'hui sur plusieurs phénomènes connexes concernant la société arabe israélienne et aussi la société palestinienne, toutes deux de plus en plus en proie à la violence intérieure et aussi à ce qu'on pourrait appeler l'irresponsabilité de leurs dirigeants respectifs. Quelques références et précisions avant de débattre avec notre invité de cette semaine. Tout d'abord, le moins que l'on puisse dire, c'est que la société arabo-israélienne est en pleine crise. On l'a vu le 27 juillet dernier avec les meurtres successifs le même jour de 3 citoyens arabes d'Israël à el-Fahem, à Rachat et aussi à Kiryat Shmona, abattus chaque fois en pleine ville par des membres de leur communauté, le tout pendant que, par exemple, le square central arabe de la ville arabe de Kfar Manda, en Basse-Galilée, une cité de 20 000 habitants, est devenu un lieu d'affrontement armé permanent entre plusieurs clans de cette région. Et pendant qu'aussi une grande majorité des habitants arabes des villes mixtes comme Lod et Ramleh, dans le centre du pays, décrivent leur existence, je cite, comme terrifiante et sans protection. Le tout aussi alors que quelques jours plus tôt, l'association pacifiste arabo-israélienne Abraham Initiatives avait publié une enquête montrant que lors de l'année passée, l'année écoulée, les 12 derniers mois, 61% des victimes des meurtres et assassinats perpétrés en Israël sont des Arabes israéliens, soit 3 fois plus que les quelques 20% qu'ils représentent au sein de la population israélienne globale. Deuxième remarque, durant cette même année, 26% des citoyens arabes d'Israël ont déclaré qu'eux-mêmes ou leurs proches ont été victimes d'agressions, de délits ou de crimes violents. 35,8%, donc plus du tiers, déclarant ressentir, je cite, un sentiment d'insécurité personnelle dans la communauté où ils vivent, en raison précisément de ces violences. Et alors que en Israël, du côté de la population juive, il y a seulement 12,8% d'Israéliens juifs dans le même cas, donc 3 fois moins. Et aussi, un autre chiffre étonnant, 62% des victimes arabes d'agressions arabes, parce qu'on parle bien pas d'agression en général, c'est des victimes au sein de la communauté, n'osent pas porter plainte. Troisième remarque, à signaler aussi ce que j'appelais à l'instant l'irresponsabilité du leadership arabe israélien, souvent en décalage avec sa propre base électorale qui est nettement plus modérée. Des leaders qui ne perdent pas une seule occasion de tirer à boulet rouge sur les pouvoirs publics de l'État juif, comme vient de le faire notamment Ayman Odeh, le chef de file de la liste arabe unie à la Knesset, qui est lui-même leader du Parti communiste Radash, qui a déploré très démagogiquement, je cite, « Des innocents sont assassinés dans les rues et la police ne fait rien ». Fin de citation. Alors que les postes de police des agglomérations et villages arabes israéliens sont en fait la cible et l'objet de constants jets de pierre et de cocktails Molotov de la part de certains gangs locaux qui veulent faire régner la loi du silence. Alors pour parler aujourd'hui de tout cela avec nous, aussi bien sur le volet arabe-israélien qu'ensuite sur le volet palestinien, Michel Mazel, fine observatrice et analyste dans plusieurs publications et sites internet francophones de la société israélienne et palestinienne, épouse du diplomate et ex-ambassadeur d'Israël en Égypte, Zvi Mazel, et elle-même, Michel, auteur de plusieurs romans à suspense, comme Le Cher de Hebron, qui se déroule en Israël et qui, après son roman historique, Le médecin des Carpates, vient de publier il y a quelques semaines la suite du destin de ce rescapé d'Auschwitz dans un nouveau roman qui a pour titre Le chemin de l'espérance. Alors Michel, comment expliquez-vous cette dérive de plus en plus violente de la société arabe israélienne ? C'est très difficile à cerner, mais il y a un double problème. Un problème d'identité et un manque de direction. C'est-à-dire, problème d'identité, évidemment, être arabe en Israël pose problème, être arabe et musulman dans un pays qui n'est pas musulman pose problème, et ils ne sont pas non plus encadrés par leurs dirigeants, comme vous venez de le dire, des dirigeants qui sont beaucoup plus tournés vers la scène politique, faire des grands discours, aller se rendre à Ramallah pour prendre conseil auprès de Mahmoud Abbas, que de s'occuper de la base, de la voirie dans les villes dont ils sont maires, du manque de routes et tout un tas de problèmes qui devraient être leur première préoccupation. Alors, sur ce problème qui est un problème sérieux, il faut quand même remarquer
que les citoyens arabes d'Israël bénéficient de tous les droits civiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte de loi qui prive quelque citoyen arabe que ce soit des droits dont dispose le citoyen israélien qui habite à côté de lui. Ils ont accès aux mêmes universités, ils ont accès aux mêmes emplois. D'ailleurs, on sait qu'à peu près de 12 à 15% des professions médicales en Israël sont tenues par des Arabes israéliens. Et en fait, ce chiffre est beaucoup plus important quand on arrive aux pharmaciens. Il y a 35% des pharmaciens en Israël qui sont des Arabes. Donc, si vous voulez, vous avez cette opposition entre une situation juridique qui est parfaitement normale, correcte et dont ne pourraient rêver, disons, les citoyens non musulmans dans un pays comme l'Égypte, ou n'importe quel autre pays arabe, et le sentiment d'une partie de la population qui ne sait pas très bien où elle est. D'un certain côté, si vous leur demandez, personne n'a envie de passer sous l'autorité si j'ose dire, de l'autorité palestinienne. Donc, mais la corruption n'est plus à démontrer. Et d'un autre côté, ils cherchent une espèce de façon de s'exprimer en tant que minorité de façon plus satisfaisante à leur point de vue. Seulement, les 12% qui sont dans les professions médicales, les 35% qui sont dans la pharmacie, les professeurs, les médecins, ce ne sont pas des gens qui vont descendre dans la rue, ce ne sont pas des gens qui vont protester vigoureusement. Et en fait, ils laissent la parole à la foule, et la foule qui est très facilement fanatisée. Il suffit de quelques appels à la mosquée et allez hop, on est dans la rue, rumeurs ou n'importe quoi, et on arrive à des débordements de violence. Alors, est-ce que j'oserais dire que des débordements de violence, on en connaît aussi de l'autre côté de la frontière? C'est pas quelque chose qui est spécifique à Israël. On en parle peut-être moins dans la presse internationale. Par exemple, ce qu'on appelle maintenant en France le féminicide, le meurtre des femmes par un conjoint, un parent ou n'importe, pour une soi-disant atteinte à l'honneur de la famille, c'est quelque chose qui traverse tout le Moyen-Orient et en fait tout le monde islamique. Donc, il y a cette crise sociétale de gens qui, en fait, pourraient s'intégrer beaucoup plus facilement s'il y avait quelqu'un pour prendre la parole et pour leur dire, écoutez, il faut bien faire la différence. Occupons-nous d'abord de nous, de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos rues. Et la question politique, c'est une question qui peut se débattre à la Knesset, mais ce n'est pas le rôle de la société arabe. La société arabe doit d'abord s'occuper d'elle-même. Mais alors, est-ce que l'une des causes de cette irruption de plus en plus manifeste de la violence n'était pas due au fait qu'il y a un décalage ou une contradiction vécue par notamment les jeunes arabes israéliens entre le fait qu'ils côtoient une société israélienne libérale, ouverte, ultra-occidentalisée par certains côtés, et d'autre part le fait que leur société reste très patriarcale, très misogyne et oppressive. Et donc ils sont, comme vous le disiez, dans l'entre-deux, et surtout les jeunes. Bien sûr, et là le problème, c'est un problème qui n'est d'ailleurs pas uniquement un problème qui concerne les Arabes en Israël, mais les Arabes dans tout l'espace musulman, c'est l'éducation. Oui. C'est l'éducation. À partir du moment où l'éducation est basée en grande partie sur la religion et sur effectivement une attitude disons, paternaliste vis-à-vis des femmes, la société a du mal à évoluer. Et effectivement, le contraste avec la société israélienne que l'on voit tous les jours à la télévision ou partout est un contraste qui est très explosif, angoissant. En fait. Angoissant. Il faut ajouter aussi que, il faut être honnête, étant donné la condition sécuritaire en Israël, quelquefois, ce n'est pas faux, on peut voir des jeunes Arabes qui se rebellent parce qu'ils sont arrêtés à un checkpoint, etc. Je voudrais m'arrêter 2 secondes sur le cas dont on a beaucoup parlé, de ce diplomate israélien, Druze, qui se rendait pour prendre son poste à Panama, où il est ambassadeur d'Israël, et qui s'est plaint sur tous les supports possibles d'avoir été arrêté pour contrôle à l'entrée de l'aéroport de Ben Gurion.
Et donc, il était choqué parce qu'il a dit « J'ai été arrêté parce que je venais de Oudou Safiye, que j'étais dans une voiture arabe et j'étais là avec ma femme et mes enfants et j'ai été arrêté. On m'a posé des questions, bon, on m'a laissé partir, mais je me suis senti humilié. » Alors, je voulais dire que ce contrôle des Arabes qui rentrent à l'aéroport d'Israël est quelque chose qui est malheureusement imposé par la situation et que ce respectable diplomate n'avait qu'une seule chose à faire, sortir son passeport diplomatique et dire « je suis ambassadeur d'Israël ». On l'aurait salué, on l'aurait laissé partir. Il ne l'a pas fait parce qu'il a dit, ce qui m'a beaucoup étonné, il a dit, il était avec sa femme et ses enfants, nos passeports sont dans la malle arrière. Moi, je ne sais pas, quand je vais à l'aéroport, mon passeport est toujours sur moi. Et donc, donc, il n'a pas invoqué sa position. Ah non, il n'a pas dit. Il n'a pas du tout. Et attendez, je voulais simplement faire un pendant. Au même moment, de l'autre côté de la frontière avec la Jordanie, un groupe d'Israéliens était parti prier sur la tombe de Aaron à Cohen, qui se trouve en territoire jordanien. Ce qui a provoqué la colère des Jordaniens, comment on vient prier, et ils ont obligé les Israéliens à enlever tout ce qui pouvait ressembler à un signe religieux. Ils ont demandé aux femmes d'enlever leur châle. Donc, si vous voulez, vous avez ils ont fermé la tombe. Après. Et ils ont fermé la tombe. Alors, si vous voulez, on ne va pas parler de ça dans la presse occidentale. On va parler de ce diplomate israélien victime de, finalement, vous savez, une petite... De l'État policier palestinien. Voilà, une toute petite anecdote. Lorsque mon mari était ambassadeur en Égypte, nous sommes partis en Amérique pour un voyage pendant les vacances. Et à l'aéroport, d'un passeport diplomatique, ambassadeur, etc., le responsable qui était là, qui n'était pas du tout arabe ni quoi que ce soit, a vu « Ah, Moyen-Orient, special screening ». Et il a pris mon mari, diplomate, présentant son passeport diplomatique, pour un contrôle supplémentaire parce qu'il venait du Moyen-Orient. Bon, mon mari n'a rien dit, il a compris que c'était normal, vu que la plupart des terroristes venaient du Moyen-Orient, que ce brave homme qui... Et si vous voulez, il y a des situations qu'il faut accepter comme elles sont. J'ai compris. Comment, pour revenir, si vous voulez, à notre sujet et notre pays, comment vous expliquez ce décalage parfois éhonté, manifeste, entre le leadership politique arabe-israélien et une base qui est, alors certes, quelquefois victime de cette contradiction dont on parlait, entre deux univers mentaux et de civilisation, mais qui quand même vit bien et qui se trouve bien intégré à Israël, et qui n'est pas la cinquième colonne dont on parle quelquefois. Alors pourquoi le leadership est à ce point excessif et aussi, j'allais dire, même extrémiste? Alors, il y a deux remarques à faire. La première, c'est que la base n'en est pas tellement satisfaite, étant donné les taux de participation au vote extrêmement bas. Je crois qu'aux dernières élections, aux dernières élections, il y a eu moins de 40% du public arabe qui est venu voter, ce qui vous prouve bien qu'ils ne se reconnaissent pas dans les listes qui viennent leur demander leur suffrage. Alors, le deuxième point, je ne sais pas si j'ose me lancer, mais je dirais quand même qu'il y a certaines traditions de rhétorique dans le monde arabe où on fait des discours enflammés et aussi on a quelquefois l'impression que ces discours trouvent un écho dans la presse occidentale et que, si vous voulez, si on parle de choses plus terre-à-terre comme la nécessité de faire plus d'investissements dans les villages arabes, etc., on n'a pas le même écho, la même audience que si on proteste contre l'occupation, etc., etc. Il y a des mots qui sont tellement porteurs que ces dirigeants n'arrivent pas à s'en détacher. Je prends le cas de la bande de Gaza, où on nous parle d'occupation. Il n'y a pas d'occupation à la bande de Gaza. Israël s'est retiré absolument totalement du dernier centimètre de Gaza et ce retrait a été reconnu par les instances internationales. Israël se trouve dans ses frontières internationalement reconnues, mais ça ne fait rien. On voit. Ensuite, ils vont vous parler d'apartheid. Écoutez, je ne sais pas où est-ce qu'ils voient un apartheid. D'abord, on a vu
ce que je disais en ce qui concerne la participation des Arabes à l'économie israélienne, mais ensuite, si vous voulez, jusqu'à la barrière de séparation, vous avez un peu plus d'1 million d'Arabes israéliens, et de l'autre côté de la barrière de sécurité, vous n'avez pas de Juifs. Alors, je ne sais pas où est l'apartheid, mais ce sont des termes porteurs et qui sont utilisés et qui sont répercutés. Regardez ce que la presse française, par exemple, a fait de la Grande Marche du Retour. Qu'est-ce que ça veut dire, la Grande Marche du Retour? Le retour des Palestiniens des terres dont ils ont fui ou où ils ont été chassés il y a 70 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la presse occidentale voyait d'un œil tout à fait bienfaisant le fait que 1 ou 2 millions de citoyens de Gaza voulaient déferler à l'intérieur d'Israël, couteau à la main, parce que c'est ce que disait Sinwar. Et donc, si vous voulez, il y a une ambiance internationale qui porte les dirigeants à se tourner plutôt et vers cette presse occidentale et aussi vers la presse arabe du reste du monde arabe. Si vous voulez être le soutien du Qatar ou d'ailleurs, vous parlez contre Israël, vous parlez contre les Juifs, vous ne parlez pas des problèmes que vous avez chez vous. Alors justement, cette langue de bois, on pourrait dire, puisque vous citiez des mots emblématiques qui sont des abstractions en tant que telles, qui ne correspondent pas aux réalités, mais qui sont en fait des dynamiques et des dynamites aussi mobilisatrices. Cette langue de bois, elle est utilisée par le leadership arabe-israélien. Au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie, on a affaire par exemple aux conseillers locaux, ou aux conseils municipaux, et puis ensuite aux conseillers régionaux. Il y a une coordination des leaders arabes. Plus on monte en fait vers le sommet de la pyramide, et plus c'est radical. Alors que justement, normalement, les édiles, comme on dit, ou les notables qui doivent veiller au bien-être des populations qu'ils administrent, se rendent compte tout de même des priorités. Je veux dire par là que il y a plusieurs témoignages et plusieurs vérifications qui ont été faites, à savoir qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Enfin, le gouvernement de Netanyahou a été celui qui, ces dernières années, a le plus investi à débloquer des budgets phénoménaux de plusieurs milliards de shekels pour s'occuper des infrastructures dans les villages arabes, etc. Et ça, il y a eu, si tant est qu'il pouvait y avoir à un certain moment, non pas une ségrégation, mais un délaissement dans certaines régions, en fait, il y a eu une reprise en main sérieuse. Et donc, si on parlait tarles, comme on dit en hébreu, de choses concrètes, la manière dont les infrastructures sont relancées, se développent, etc., il y a une contradiction entre ce discours enflammé, idéologique du leadership au plus haut niveau et les réalités qu'il faut gérer, qui sont d'ailleurs gérables. Oui, mais il faut aussi revenir à cette question d'éducation. Il faut bien se rendre compte que les jeunes Arabes ne savent pas, sont presque soumis à un lavage de cerveau qui fait que pour eux, Israël n'a pas le droit d'exister. C'est-à-dire que l'État juif n'a pas le droit d'exister. Le problème n'est toujours pas réglé. Pour eux, Israël est un intrus, il est sur une terre qui était une terre arabe, à leur point de vue. Et donc, si vous voulez, cet enseignement du refus total que vous retrouvez de l'autre côté dans l'autorité palestinienne, dans les livres de classe qui sont épouvantables, c'est fait que c'est difficile, si vous voulez, d'accepter. Évidemment, plus on monte dans les systèmes éducatifs, plus on étudie à l'université, plus on côtoie les Israéliens, plus on connaît l'histoire, la situation évolue. Mais à la base, chez les jeunes que vous voyez en train de manifester avec un drapeau palestinien, il y a ce sentiment, et par exemple que la Ligue islamique, etc., ce sentiment qu'ils ne veulent pas de cohabitation, de coexistence. C'est, si je puis dire, en tant que tel, contenu dans les célébrations, la Nakba. En arabe, ce mot signifie la catastrophe. Et qu'est-ce que c'est la catastrophe? C'est la création de l'État d'Israël. Alors, c'est paradoxal. Comment peut-on, d'un côté, avoir un double langage, comme celui d'ailleurs à Abou Mazen, dont on va parler, qui officiellement se prononce pour la création, de la solution à deux États, Israël et le pseudo-État de Palestine qui vivrait côte à côte en paix, alors que par ailleurs il célèbre une Nakba qui par définition signifie
que la création même de l'État d'Israël est une catastrophe. On est au cœur du problème. C'est-à-dire, comme vous le disiez, il y a une éducation de la haine systématique qui fait qu'Israël n'a pas le droit d'exister, tout simplement. Non, mais il y a surtout un point très important et qui revient de cette question d'éducation et qui touche malheureusement aussi les médias occidentaux. C'est que de temps en temps, il faut quand même leur dire, mais enfin, voyons, de 1948 à 1967, c'est-à-dire pendant 20 ans, toute la rive occidentale du Jourdain, y compris Jérusalem-Est, était sous contrôle jordanien. Pourquoi est-ce que les Palestiniens n'ont-ils pas construit à ce moment-là leur État? Pourquoi? Le jour où quelqu'un me donnerait une réponse, mais on ne veut pas en parler, les gens changent immédiatement de sujet parce qu'à ce moment-là, il n'en était pas question. Non, et à l'époque, il y a eu de nombreux attentats et l'OLP et le Fatah ont été... L'Organisation de libération de la Palestine a été créée en 1964. Voilà. 64, ce qu'aujourd'hui réclame la Cisjordanie, par exemple, était sous contrôle jordanien. Et donc, en fait, ce qui est en jeu, c'était la présence des Juifs, y compris sur les territoires en deçà de la ligne verte. Alors, concernant justement le volet nationaliste pro-palestinien de cette crise, puisqu'il y a d'un côté la population arabe israélienne partagée entre ces divers horizons, mais dont, je dirais, le sentiment nationaliste est exploité, surexploité par ses dirigeants. Donc, et puis, vous avez d'autre part les Arabes palestiniens, bien que souvent ça se mélange un peu, mais vous venez vous-même d'écrire dans une analyse publiée il y a quelques jours dans la newsletter du site internet des Infos. Alors je cite ce que vous avez dit sur ce sujet. À cela, donc au problème des Arabes israéliens s'ajoute la dimension nationaliste, les drapeaux de l'autorité palestinienne régulièrement brandis dans leurs manifestations en Israël même. Ainsi, il n'y a pas si longtemps, écriviez-vous, donc les meurtriers arabes de 2 policiers arabes israéliens ont été encensés comme des héros. Ce sont ces effets pervers que les élus de la communauté arabe israélienne ne cherchent pas à combattre, et donc on a affaire à une véritable contradiction. Alors, comment on va pouvoir sortir de là? Est-ce que c'est pas quelque chose qui bloque tout avenir de pacifique, je dirais, de coexistence? Il faut toujours être optimiste, d'autant plus que maintenant, étant donné que je suis grand-mère d'un petit-fils qui va à l'armée, j'en reviens à l'éducation. Mais je suis quand même relativement optimiste parce que, justement, à cause de l'effet miroir de la télévision et des médias, c'est-à-dire que les jeunes des Arabes voient qu'on peut faire autrement. Et ils voient qu'ils côtoient davantage et davantage les jeunes Israéliens. Donc, à un moment donné, d'ailleurs, vous voyez de temps en temps des cas de mariage entre un jeune arabe et une jeune israélienne juive, et l'inverse, si vous voulez. Il y a quand même, on se connaît mieux. On se connaît mieux, et par conséquent, il y a peut-être quelque chose qui bouge, et aussi, il y a aussi cette volonté de vivre mieux. Regardez, les 66% des gens qui n'osent pas se plaindre, ils souhaitent ardemment que les villes dans lesquelles ils vivent soient des villes policées, des villes où, quand on vous est attaqué, vous pouvez protester. Et qu'ils savent que si vous protestez aujourd'hui, ils risquent de se faire tuer demain. Donc, si vous voulez, la société arabe en Israël a soif d'ordre, elle a soif de développement. Et peut-être que la solution viendra du jour où il y aura une nouvelle direction arabe qui comprendra que son devoir est de s'occuper de ses constituants, de cette population arabe. Il faut bien se rendre compte que 20% de la population, ça pourrait représenter une force électorale tout à fait significative. Ça pourrait représenter un parti qui aurait 15 ou 20 députés à la Knesset et qui serait donc capable de faire énormément de choses. Mais alors justement, on est dans le paradoxe, on revient toujours à la case départ, c'est que à propos notamment des questions de protection policière, le chef donc de la liste arabe unie dont on parlait tout à l'heure, Ayman Odeh, de manière très démagogique, a dit que la police ne faisait rien pour protéger les Arabes israéliens, alors qu'elle surprotégeait les Arabes, les Israéliens non arabes. Mais parce que quand elle en fait, c'est de la démagogie parce que la police est empêchée d'agir. Absolument. Vous savez combien de fois vous avez eu des cas d'un incendie et les pompiers qui sont
sont caillassés et qu'on ne laisse pas Comme arriver. dans les banlieues françaises. Exactement, le parallèle avec les banlieues françaises. Vous avez des bandes, vous avez du crime organisé, c'est pas moi qui le dis, c'est connu. Et donc, si vous voulez, la police, si elle doit rentrer pour faire de l'ordre, elle sait qu'elle ne bénéficiera pas du soutien de la population. C'est-à-dire que les gens qui voudraient voir la police intervenir vont rester chez eux et fermer leurs fenêtres. Soit contre des tueurs professionnels, soit contre Absolument. des Et gangs. ils n'osent pas parler comme dans les banlieues en France. Alors, si vous voulez... Mais là encore, si jamais il y avait un leader courageux qui disait « Moi, c'est ça mon programme. Moi, je veux améliorer le sort de mes concitoyens. Votez pour moi. Moi, je m'occuperai de vous et pas de la question palestinienne avec un grand ou un petit P. » Ce jour-là, et je suis convaincu qu'on va y arriver parce que la population est de plus en plus frustrée de voir que finalement, personne ne s'occupe d'elle de leur côté et qu'il faut que ce soit les autorités israéliennes qui prennent des décisions pour essayer de leur venir en aide. Alors justement, dans la même analyse que je citais du site des infos, quand vous en venez à l'autre face de la pièce, c'est-à-dire l'autorité palestinienne, je vous cite, parce que ça vaut la peine qu'on parte de là. Pendant ce temps, dans l'autorité palestinienne voisine, écrivez-vous, arrestations arbitraires, tortures se poursuivent au grand jour. Les exactions contre la petite communauté chrétienne se multiplient. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure la semaine dernière avec notre invité. La presse locale hésite à s'en faire l'écho de peur de représailles. Le président Abbas, dont on a donc la photo sur ma droite, et dont le mandat est arrivé à son terme depuis des années, comme celui des parlementaires, se garde bien d'organiser de nouvelles élections. Quant à la presse internationale, elle fait semblant de ne pas être au courant. On est donc, avec le volet palestinien de notre analyse, là, dans quelque chose qui est encore plus, je dirais, manipulateur et massif. Mahmoud Abbas prône la solution à deux États, mais ne fait que tirer à boulet rouge contre l'existence de l'État d'Israël. Mahmoud Abbas est un antisémite, c'est pas moi qui le dis, c'est connu. Sa thèse, quand il était à l'université, était bien dans ce sens-là. Il a expliqué aussi que si les Juifs n'étaient pas venus en Israël, c'est parce que ça avant la guerre, en 39-40, c'est parce qu'ils n'avaient pas envie de venir. Il dit tout est n'importe quoi. Et il est accueilli en héros en Europe. Quand il était l'année dernière à Bruxelles, et il a fait un superbe discours en arabe en expliquant que les Israéliens empoisonnaient les puits. Et le public qui ne comprend pas l'arabe s'est levé et lui a fait une standing ovation. Vous comprenez ? Parlement européen, n'est-ce pas ? Au Parlement européen, voilà. Donc si vous voulez, il est porté par, il est encensé par une certaine... Alors en plus, vous avez... tout ce programme BDS, toute cette démonisation d'Israël et qui prend un aspect invraisemblable aux États-Unis où on vous commence à vous expliquer que Jésus n'était pas juif, que Jésus était un Palestinien. Il y a la fameuse Ilhan Omar qui a expliqué que Jésus, c'était un Palestinien au teint cuivré et aux cheveux crépus. On peut dire n'importe quoi, mais vous leur dites, écoutez, dans le Coran, il n'y a pas le mot palestinien ou Palestine. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas le nouveau palestinien ou Palestine. Quant aux cheveux crépus, à l'époque, il n'y en avait pas tellement dans la région. Mais là, vous avez un double langage. Appelé à la communauté noire aux États-Unis et, une fois encore, dénier aux Juifs tout droit sur une terre, puisque si on dit que Jésus n'était palestinien, qu'il n'était pas juif, je ne sais pas comment il aurait... Ça, c'était Arafat qui, au moment de son expulsion du Liban, avait donné une grande interview à Libération, dans le paquebot affrété par François Mitterrand qui allait l'amener à Tunis avec l'état-major de l'OLP, et il avait dit, nous les Palestiniens, nous sommes les Juifs des Juifs, et il avait eu cette phrase, Jésus était le premier Palestinien. Évidemment, il a été tué par les Juifs, d'expliquer. Le premier martyr palestinien. Vous lui direz que c'est pas les Juifs qui ont tué Jésus, mais les Romains. C'est un petit détail historique. On est dans. C'était très intéressant de vous entendre sur Omar, parce qu'on est dans la pire des confusions. Pas seulement le mensonge et la manipulation, mais la confusion. C'est-à-dire que les gens qui énoncent des contre-vérités croient ou croient pas à ce qu'ils disent, mais ajoutent sans cesse. On est dans une confusion totale. Mais ce qui est étonnant, et c'est là vraiment le gros problème d'aujourd'hui, qu'il y ait des fake news, ça ne dérange pas. Mais quand vous avez un narratif qui est tellement
objectivement faux. Enfin, c'est évident que Jésus était juif. Je dis ça paraît drôle, mais il faut expliquer pourquoi il y avait un temple et pourquoi Jésus est allé au temple. Ce sont des choses que tout le monde sait et vous n'entendez pas. Qui vous n'entendez pas? Les chrétiens. Où sont les chrétiens quand on vous sort toutes ces insanités? Où sont les chrétiens pour dire un instant, ne toucherons pas au problème palestinien, on n'en a rien à faire, mais il faut reconnaître que le temple de Jérusalem, c'est les Juifs qui l'ont construit. Il faut reconnaître que Jésus est né dans une famille juive, qu'il a été circoncis à l'âge de 8 jours, qu'il a fait sa bar mitzvah à l'âge de 13 ans, selon les écrits du Nouveau Testament, et qu'il s'est rendu au temple pour y prier. Donc, si vous voulez, ce sont les chrétiens qui devraient dire, écoutez, laissez Jésus en dehors de cette discussion et laissez l'histoire juive en dehors de cette discussion parce qu'elle existe et qu'on ne peut pas la remettre en cause. Juste pour mémoire, vous vous souvenez qu'au moment du sommet de Camp David en l'an 2000, quand Yasser Arafat a refusé finalement au dernier moment l'offre incroyable sur un plateau d'argent que lui proposait le Premier ministre d'alors, Ehud Barak, Clinton, qui administrait, qui était l'intermédiaire de ce sommet, a entendu les raisons d'Arafat pour son refus. Il les a d'ailleurs reproduites dans son livre autobiographique, et il a écarquillé les yeux quand Arafat, pour justifier son refus d'une série de propositions comme aucun Premier ministre israélien n'en avait fait à son adversaire, partenaire palestinien, Arafat a expliqué en long et en large à Clinton, qui n'en croyait pas ses oreilles, qu'il n'y a jamais eu de temple juif ou hébreu à Jérusalem, ni le premier ni le deuxième, que peut-être le lieu de culte des Hébreux, c'était très très loin en Arabie Saoudite, dans le désert. Enfin, on avait affaire à un Arafat révisionniste qui révisait la Bible, livre commun aux chrétiens. Et le Coran, c'est ça qui est intéressant. Et le Coran, parce que le Coran, il en parle. Reconnaît l'existence du temple. Et en plus, les écrivains... Quand Omar, le calife Omar, est arrivé à Jérusalem en 638, il a demandé tout de suite où était le temple de Salomon. C'est dans les textes arabes que ça se trouve, c'est pas dans les textes juifs. Alors, si vous voulez, ce qui est absolument choquant, c'est que ça, vous ne le lisez pas dans la presse occidentale. La presse occidentale ne censure ce genre de propos et ne dit pas qu'il y a quand même une position qui est invraisemblable et qu'il y a des regardez les votes de la France à l'UNESCO. Oui, mais ça vient d'un phénomène qu'on avait déjà analysé. C'est pas simplement la théorie de substitution de l'Église catholique au judaïsme, le nouvel Israël, mais c'est pire encore, c'est qu'aujourd'hui, les théories pro-palestiniennes coupent, y compris le christianisme, de ses propres sources hébraïques et des restes Je comprends bien, mais le fait est que ça n'empêche pas des pays qui furent catholiques comme l'Italie ou l'Espagne ou la France de voter pour des déclarations. Absolument. C'est quelque chose, je vous dis, c'est un narratif de substitution qui pourrait être démoli. Au lieu de se défendre, il faut dire, écoutez, regardez, prenez le Coran, ne prenez ni la Bible, ni le Nouvel, prenez le Coran. Où allez-vous trouver toutes vos élucubrations? Alors, voilà, quelques jours, on parlait de Mahmoud Abbas, donc le président de l'autorité palestinienne qui est installé à Ramallah, a déclaré qu'il cesserait tout de go de respecter les accords signés avec Israël. Or, cette déclaration, qui est sans cesse réitérée, c'est pas la première fois qu'il dit ça, de même que des menaces sur l'effondrement, entre guillemets, de son autorité, deviennent vraiment pathétiques, car elles n'ont jamais été réalisées ni mises à exécution sur le terrain. Alors, n'assiste-t-on pas, en fait, là aussi, un véritable phénomène d'autodestruction de l'autorité palestinienne, comme l'a signalé l'expert Freddy Eitan dans une analyse toute récente de son organisme, le Centre des affaires publiques et de l'État, le CAP, dont il dirige le département francophone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a un constat d'impuissance totale de ce président palestinien président dont le mandat, depuis à peu près une dizaine d'années, excède sa durée prévue par les élections, et qui gère une autorité qui a le mérite d'exister que par le soutien d'Israël.
Oui, et le soutien aussi des pays arabes qui déversent des sommes considérables qui sont pour la plupart détournées. Oui, mais il y a quand même là encore, moi je cherche toujours le côté positif. Vous voyez quand même des villes arabes comme la nouvelle ville Rawabi, etc., ou même à Ramallah, où les gens vivent très bien, et c'est par là que viendra le changement. C'est-à-dire que c'était l'idée de Trump, hein, l'idée de dire que si vous améliorez les conditions de vie dans les territoires, si des investissements amènent à la construction de routes, hôpitaux, etc., la population sera beaucoup plus prête à discuter sereinement de compromis qui sont acceptables. Mais si vous voulez, et ça, vous le voyez en herbe, puisque vous avez quand même une bourgeoisie palestinienne dans les territoires qui vit très bien. Arabe, israélienne et pas non, je parle chez Arafat, dans la ville nouvelle à Rawabi, avec des magasins de rêve, les boîtes de nuit qui font ça le compte tous les soirs. Donc il faut désidéologiser la problématique. Tant qu'on a le problème sur la base musulmans contre juifs, on aura beaucoup de mal à s'en sortir, parce que la religion, dans le cas particulier, c'est beaucoup plus c'est trop dangereux. Alors, dernier aspect de notre réflexion, c'est dans ce contexte déjà fort agité, avec ce leadership très idéologisé des Arabes israéliens, et d'autre part la contrepartie Abou Mazen qui est à bout de souffle. C'est dans ce contexte, de manière, j'allais dire, presque gaguesque, au plan médiatique et diplomatique, que l'ONU, la semaine dernière, a adopté une résolution pro-arabe, votée par la France, une fois de plus, condamnant, je cite, les sérieuses atteintes à la condition de la femme, non pas en Algérie ou en Arabie Saoudite, ou en Iran, ou dans la société arabe israélienne, mais en Israël, qui serait donc un pays machiste. Et aussi, on a eu au même moment un rapport soi-disant secret qui est effectué sur l'UNRWA et qui vient de dévoiler les malversations en tout genre de son directeur, au point même, au scoop incroyable, que la Suisse et la Belgique, des pays très pro-palestiniens, et la Hollande viennent de décider de suspendre leurs subventions à l'UNRWA. Je rappelle au passage que l'UNRWA, c'est l'agence spéciale de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, et qu'elle emploie 28 000 personnes au Moyen-Orient pour s'occuper de 5 millions de Palestiniens seulement, supposés, alors que l'ONU elle-même dispose de seulement 6 400 autres personnes, donc bien moins, 8 fois moins, ou 4 fois moins, pour les 60 millions d'autres réfugiés de par le monde. Donc on est dans une sorte de farce onusienne qui n'a pas de fin. Ce qu'il faut voir, c'est les explications du Quai d'Orsay, parce que c'est vraiment sublime. Il dit, on n'a pas visé spécifiquement Israël, on parlait d'une situation au Moyen-Orient, on ne parlait pas de la situation de la femme dans le monde. Le fait est que les arguments en disant que les femmes se trouvaient particulièrement vulnérables vu le conflit, je sais peut-être, mais disons qu'ils sont nettement plus vulnérables en Syrie, nettement plus vulnérables au Liban, au Yémen, Jordanie, en Égypte, etc. Aussi. Si vous voulez, il y a un certain jésuitisme, si j'ose dire, de dire, écoutez, le fait est que dans une situation de tension comme il existe dans la religion, les femmes sont quand même. Ceci dit, est-ce que j'oserais dire que le risque de la femme arabe d'être assassinée par un proche parent pour manquement à la morale est quand même beaucoup plus élevé que le risque de la même femme d'être tuée par un soldat israélien au cours d'une manifestation par une balle perdue. Il faut quand même remettre les choses au point. Et puis il faut dire aussi que les terroristes palestiniens n'ont absolument aucun problème à cibler délibérément les femmes et les enfants, fût-ce des bébés en bas âge, et que par conséquent, il y a c'est du jésuitisme, si vous voulez. Du point de vue de la France. Oui, il y a une majorité automatique. On ne va pas vexer ces braves Arabes qui donnent tant d'argent. Et donc, on vote... vous savez, je ne sais pas si vos auditeurs sont au courant, à Poitiers, qui se trouve par hasard être ma ville natale. Poitiers, c'est là qu'on a arrêté l'invasion arabe en 732. Charles Martel, tous ceux les petits qui ont été à l'école en France se rappellent de cette histoire. Or, avec de l'argent du Qatar, on est en train de terminer la construction de la mosquée des martyrs. Les martyrs, ce sont les pauvres soldats musulmans qui ont été arrêtés
par les vilains soldats de Charles Martel. Et donc, cette mosquée est construite à Poitiers. Ils appellent ça en arabe Balatata Chouada, les pavés des martyrs, parce que les soldats qui sont venus sur les routes pavées romaines qui étaient encore... Alors, qu'est-ce que vous voulez, quand on arrive en France à construire une mosquée à la mémoire des martyrs qui sont tombés dans leur effort manqué pour conquérir l'Europe, on se dit, bon, bah, tout est possible. Eh bien, écoutez, c'est sur cette réflexion, j'allais dire, assez originale, parce que je ne connaissais pas le dossier de Poitiers, dernière version, que notre magazine se termine. On vous remercie de nous avoir écoutés, et puis merci Michel Mazel d'être venu. C'est toujours un plaisir. À bientôt et à la semaine prochaine.